Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que tout le monde va pouvoir trouver assez rapidement un siège. Donc, je suis Hervé Collimer, directeur du département des sciences de la Bibliothèque nationale, et donc il me revient le grand plaisir de vous souhaiter ce soir la bienvenue à la Bibliothèque nationale de France au nom du président Bruno Racine. Alors, avant de passer la parole au professeur Martin Andler qui va introduire la soirée sur un plan scientifique, je voulais simplement vous rappeler que cette conférence, cette soirée est organisée par la Société mathématique de France, France Culture, le magazine Tangente, Animat, et la Bibliothèque nationale de France. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous passe la parole, Martin. Merci. Merci. Donc, nous remercions, comme à chaque fois, la Bibliothèque nationale de France de nous accueillir dans cette magnifique salle. Nous sommes très contents. Ce soir, il y a salle comble. Il y a beaucoup de lycéens de plusieurs lycées de la région parisienne. Alors, en allant de l'ouest vers l'est, on commence par le lycée Bascan à Rambouillet. Le lycée Hoche à Versailles. Le lycée Michelet à Vanves. Le lycée Camille C à Paris. Ah. Et le lycée Talma à Brunoy. Ah ben voilà. Bien. Ah, le lycée, voilà, on a oublié le lycée de Plaisir. Voilà, le lycée de Plaisir. Voilà, oui. Erreur, j'ai mauvaise, voilà. Bien, et nous voudrons remercier tous les professeurs de mathématiques et les inspecteurs qui ont permis à tous ces lycéens de venir. Alors, je ne vais pas introduire la conférence puisque c'est le conférencier qui va parler de Pascal. Moi, je vais dire quelques mots sur Christophe Soulet, qui est le conférencier ce soir, qui est directeur de recherche au CNRS, qui travaille à l'Institut des hautes études scientifiques à Bure-sur-Yvette, qui est un spécialiste de géométrie algébrique, géométrie des nombres, K-théorie, qui est l'auteur de plus de 80 articles scientifiques et qui a donc fait toute sa carrière au Centre national de la recherche scientifique, donc comme chercheur à plein temps, puisque le Centre national de la recherche scientifique est parfois critiqué. Il faut se souvenir que le Centre national de la recherche scientifique héberge une partie des meilleurs chercheurs français qui peuvent se consacrer entièrement à faire des recherches. Je suis très content de l'accueillir. On se connaît depuis très longtemps. Je ne vais pas dire combien de temps, on se connaît depuis très longtemps et je lui laisse la parole. Bonsoir. Blaise Pascal a vécu de 1588 à 1662. En 1654, il écrit le traité du triangle arithmétique, qui sera publié 3 ans après sa mort. Alors, le titre exact de ce traité, c'est « Traité du triangle arithmétique » avec quelques autres petits traités sur la même matière. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un tableau de nombres qu'on définit ligne après ligne. Tout en haut, on met 1. En dessous, on met 1 et 1. En dessous, on met 1, 2 et 1. Il faut que je vous donne la règle pour continuer. Donc, chaque ligne commence par 1 et finit par 1. Et quand on veut mettre une case de plus, remplir une case de plus, on fait la chose suivante. On regarde les deux entrées de la ligne précédente qui sont immédiatement au-dessus de l'endroit où on veut remplir le triangle, et on fait l'addition. Donc, par exemple, ici, on va faire l'addition de 1 et 2 et mettre 3 sur la ligne suivante. De la même façon, pour remplir la case suivante, on fait l'addition de 2 et 1, donc on trouve 3, et on met un 3 ici, et comme je vous l'ai dit, les lignes commencent et finissent par 1. Donc on met 1 à cet endroit.
Bon, on a déjà fait la troisième ligne. La quatrième ligne se fait de la même façon. On additionne 1 et 3, donc 4. On additionne 3 et 3, donc 6. 3 et 1, 4. Et le 1 pour terminer la ligne. Alors voilà les 10 premières lignes du triangle de Pascal et les 20 premières lignes. Donc c'est un triangle infini qui continue comme ça par ce procédé de construction itéré de ligne à ligne. Alors, quels sont ces nombres? Qu'est-ce que c'est qu'on trouve comme nombre dans les entrées du triangle arithmétique? Eh bien, la façon la plus simple de le voir, c'est peut-être d'imaginer que vous jouez au tiercé et vous vous demandez combien de chances vous avez de gagner au tiercé si vous jouez au hasard. Alors, supposons qu'il y ait 10 chevaux qui partent dans la course. Vous devez faire la chose suivante. Vous regardez la ligne 10 du triangle de Pascal, qui est celle le plus bas sur ce tableau. Vous comptez non pas 1, 2, 3, mais 0, 1, 2, 3. Le 1 est compté comme degré 0 dans la ligne. Donc vous regardez 0, 1, 2 et 3, 120. Ça veut dire que s'il y a 10 chevaux qui courent, et si on veut le tiercer dans le désordre, les chances de gagner sont de 1 sur 120. Alors le PMU n'est pas fou, il met plus que 10 chevaux en course, il en met 20. Alors supposons qu'on ait 20 chevaux qui partent et qu'on cherche les chances qu'on a de gagner le tiercé dans le désordre. Alors on regarde la ligne 20, on compte 3 entrées après le 1, et on voit qu'on a une chance sur 1140 de gagner le tiercé dans le désordre. Si vous voulez gagner le tiercé dans l'ordre, il faut encore diviser ce nombre par 6. Moralité, vous avez intérêt à bien connaître les chevaux plutôt que faire au hasard et choisir au hasard votre pari, parce que les chances de gagner sont quand même très faibles. Donc, vous voyez que les nombres qui rentrent dans le triangle de Pascal sont des nombres de combinaison. Par exemple, ici, 1140, c'est le nombre de combinaison de 3 dans 20. On a 20 chevaux, et on regarde toutes les façons de tirer 3 chevaux dans un ensemble de 20. Donc le rôle principal du triangle arithmétique, c'est un rôle de dénombrement, de calculer les sous-ensembles d'un ensemble donné. Alors Pascal s'est beaucoup intéressé au triangle, et s'est intéressé aux propriétés arithmétiques de ce tableau de nombres. Alors, il y a une première propriété qu'on voit très clairement sur ce dessin, par exemple, c'est qu'il y a symétrie. Symétrie par rapport à l'axe vertical. Vous voyez que 3 est symétrique des deux côtés et 4 des deux côtés. Alors ça, c'est facile de voir pourquoi, parce qu'à chaque étape, on fait une construction symétrique. La construction, ici, ça va être 4 et 6 font 10, et 6 et 4 font 10. Donc, par construction, le triangle est symétrique par rapport à un axe vertical. C'est une première propriété. La propriété suivante concerne la somme des éléments dans une ligne horizontale du triangle. Donc, si vous regardez la première ligne, j'appellerai ça la ligne 0 et ça la première ligne. Sur la première ligne, 1 plus 1 font 2. Sur la ligne suivante, 1, 2 et 1 font 4. Sur la ligne suivante, 1, 3, 3 et 1 font 8. Et enfin, 1, 4, 6, 4 et 1, ça fait 16. Autrement dit, vous voyez que vous avez à chaque fois une puissance de 2. Vous avez 2, 2 au carré, 2 puissance 3, 2 puissance 4. Alors c'est un théorème que démontre Pascal. La somme des entrées de la nème ligne est 2 puissance n. Donc c'est un phénomène général que quand vous additionnez les nombres dans une ligne horizontale, vous trouvez une puissance de 2. Alors démontrons ce théorème de Pascal.
Bien, la raison est la suivante. Supposons que l'on sache que la ligne n, ici la quatrième ligne, mais l'argument vaudra pour n'importe quelle ligne, supposons qu'il est vrai que pour la ligne n, la somme des entrées est 2 puissance n. Donc c'est une hypothèse pour l'instant. Je dis que je peux en déduire que la somme des entrées de la ligne 5 est 2 puissance n plus 1. Pourquoi ça? Eh bien parce que quand j'ai défini la ligne 5 à partir de la ligne 4, le nombre 4 qui est ici a été utilisé 2 fois. Il a été utilisé une fois pour construire 5, 1 et 4 font 5. Il a été utilisé une autre fois pour faire 10, 4 et 6 font 10. Donc le nombre 4 contribue 2 fois à la somme de toutes les entrées de la ligne n plus 1. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas du tout lié au nombre 4. C'est vrai pour toutes les entrées. 6, par exemple, contribue 2 fois au nombre 10. Donc vous voyez que par cet argument, la somme des éléments dans la ligne n plus 1 est 2 fois la somme des éléments dans la ligne n. Rappelez-vous, on a supposé que pour la ligne n, la somme était 2 puissance n. Donc, pour la ligne n plus 1, on a 2 fois 2 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n plus 1. Alors l'argument n'est pas complet, il faut encore commencer la récurrence, c'est-à-dire remarquer que l'assertion est vraie, par exemple pour n égale 1, 1 plus 1 font 2. Donc vous voyez l'argument, si on a la propriété qu'on veut en rang n, on la déduit en rang n plus 1, et on montre que la propriété est vraie pour n égale à 1, alors automatiquement la propriété est vraie quel que ce soit n. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence, et Pascal est celui qui a inventé le raisonnement par récurrence. Dans un des traités annexes du traité sur le triangle arithmétique, il donne une argumentation qui est exactement celle-là. On démontre que n implique n plus 1, et on démontre que les choses sont vraies pour n égale à 1, donc la propriété est vraie quel que soit n. Alors Pascal démontre pas mal de propriétés. Par exemple, il démontre une propriété qui est la suivante. Bon, je vais faire rentrer le 120. La propriété qui est que 120 qui est ici est la somme de toutes les entrées dans la diagonale jaune. Il dit ça beaucoup mieux que moi. Il dit la chose suivante, toute cellule est la somme de toutes les cellules qui la précèdent dans la ligne supérieure. Autrement dit, les entrées du triangle, c'est ce qu'il appelle les cellules. Donc la cellule 120 est la somme de toutes les cellules qui la précèdent dans la ligne supérieure, c'est-à-dire dans la diagonale qui suit la diagonale de 120. Alors voyons pourquoi c'est vrai. On va le faire aussi par récurrence, de la façon suivante. On sait que 120, cette entrée ici, cette cellule, est somme des deux cellules précédentes, 36 et 84. Maintenant, regardons la cellule 84, c'est-à-dire la troisième cellule de la ligne n, de la ligne 9 en l'occurrence. Par hypothèse de récurrence, on peut supposer que 84 est la somme de toutes les entrées sur la diagonale jaune au-dessus qui précède 84, c'est-à-dire toutes les entrées sur la diagonale, sauf 36. 84 est somme de toutes ces entrées. Alors si on admet ça par récurrence, quand on fait la somme de toutes les entrées, y compris celle qui est juste au-dessus de 120, on va trouver 36 plus 84, puisque 84 est somme de toutes ces entrées par hypothèse. Résultat, nous avons la somme de 36 et 84, et par définition même du triangle de Pascal, c'est égal à 120. Donc vous voyez qu'on peut passer d'une définition à l'autre, à condition de faire un argument par récurrence.
on démontre donc que toute cellule est somme des cellules qui le précèdent dans la ligne voisine. Alors là aussi, il faut faire l'argument au début. Il faut dire que 2 est somme de 1 et 1. 1 est somme de 1. Et donc, on a amorcé la récurrence. Si c'est vrai pour n, c'est vrai pour n plus 1. C'est vrai pour n égale 2, donc c'est vrai en général. Donc c'est une très belle façon de raisonner qui permet de démontrer pas mal de propriétés du triangle. Alors je vais introduire une notation, qui est la notation moderne, qui consiste à nommer la pème entrée. Alors je vous rappelle que l'entrée 0, c'est le 1. Donc si on regarde la pème entrée à partir de 0, dans la nème ligne, on a de ça Cpn. C'est le nombre de combinaisons de P dans N. Alors le dernier résultat du texte Pascal, c'est une formule qui permet de calculer Cpn directement sans écrire tout le tableau. Alors voici comment on fait. On définit les factoriels. Le factoriel d'un entier n, c'est le produit de n par n-1, par n-2, n-3, etc., par 2 et par 1. Donc la somme de tous les entiers jusqu'à n. Le produit, pardon, de tous les entiers jusqu'à n, c'est ce qu'on appelle le factoriel n. Il faut aussi que je vous dise ce qu'est le factoriel 0. Et alors là, par convention, factoriel 0, on dit que c'est égal à 1. Alors si on prend ces notations, on a la jolie formule suivante pour Cpn. Donc la pème entrée de la ligne n est égale à factoriel n, donc n, n-1, n-2, etc., divisé par factoriel p et factoriel n-p. C'est une très belle formule. En particulier, ce n'est pas du tout évident sur cette formule qu'on obtient un entier. C'est défini comme une fraction, mais ce n'est pas du tout évident de voir que cette fraction est un entier. En fait, c'est l'entrée, encore une fois, l'entrée pème de la ligne n. Une autre chose que vous voyez sur cette formule, c'est la chose suivante. Supposons qu'on échange p et n-p. Alors, on ne va rien toucher au numérateur. Par contre, au dénominateur, on va avoir factoriel n-p et n-n-p, c'est-à-dire factoriel p. On va simplement échanger les deux facteurs du dénominateur. Autrement dit, on a la formule suivante. CNP égale Cn n-p. Alors ça, vous vous rappelez peut-être qu'on l'a déjà démontré. C'est la propriété de symétrie dans la ligne n. L'entrée numéro P est égale à l'entrée numéro n-p dans la ligne n. Une des applications majeures du triangle de Pascal, c'est de développer le binôme. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de polynômes. Donc, on prend le polynôme suivant, 1 plus x à la puissance n. Et on développe ça comme polynôme en x. Autrement dit, on va regarder le produit de 1 plus x avec lui-même n fois, et on va écrire ça comme une somme de multiples de x puissance p, où p va de 0 à n. Eh bien, si vous faites ça, le coefficient qu'il faut mettre devant x puissance p, c'est précisément Cpn, le nombre de combinaisons d'ordre P dans N. Alors prenons un exemple. Je pense que tout le monde sait faire ça. 1 plus x au carré égale 1 plus 2x plus x2. 1 plus 2x plus x2, c'est les entrées de la ligne 2, 1, 2 et 1. Alors de même, 1 plus x au cube égale 1 plus 3x au carré, plus x au cube. Donc ici, vous avez une formule absolument générale que quelquefois on attribue à Newton, qui est la formule du binôme. 1 plus x à la puissance n, c'est la somme de Tpn fois xp.
Donc vous voyez que le triangle de Pascal est très utile d'un point de vue algébrique, parce qu'on aura souvent à faire des calculs comme ça en algèbre, et les nombres de combinaisons sortiront à chaque fois à cause de cette formule. Alors je dis le triangle de Pascal, mais est-ce que c'est le triangle de Pascal? Il y a quelques années, je faisais un exposé en Italie, et j'ai commencé à dire le triangle de Pascal, et tous les professeurs se sont mis à hurler. Ce n'est pas le triangle de Pascal, c'est le triangle de Tartaglia. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tartaglia, mais j'ai été très gêné parce que, apparemment, Tartaglia a présenté le triangle de Pascal un siècle avant lui. Alors, voilà Niccolò Tartaglia. Donc, vous voyez, il a vécu 100 ans avant Pascal. Et il a eu une vie assez tragique, dont je ne résiste pas de vous dire un peu de quoi il s'agit. Donc, si vous lisez dans Wikipédia, vous allez à Tartaglia, vous allez trouver la chose suivante. Nicola Fontana, dit Tartaglia, entre parenthèses le bègue, né à Brescia en 1499 et décédé à Venise en 1557, est un mathématicien italien. Nicola Fontana est issu d'une famille pauvre. Lors de la prise de Brescia par les Français en 1512, il se réfugie avec son père dans la cathédrale pour échapper aux envahisseurs. Rien n'est fait. Les soldats de Louis XII pénètrent dans le lieu sacré, massacrent son père et Nicolas est laissé pour mort avec une fracture de crâne et un coup de sabre à travers la mâchoire et le palais. Sa mère le retrouve dans cet état, mais encore vivant. Comme elle n'a rien pour le soigner, tels les chiens, elle lui lèche les plaies et lui sauve la vie. Cependant, la blessure au palais lui laisse un défaut de parole qu'il conserve toute sa vie, ce qui lui vaut le surnom de Tartaglia, Tartagliare signifiant bégayer en italien. Sa mère économise pour permettre à son fils de suivre l'école pendant 15 jours. Le jeune Niccolò vole alors des livres et des cahiers pour continuer à apprendre en autodidacte. Manquant de papier, il utilise les pierres tombales comme ardoise. Devenu adulte, il gagne sa vie en enseignant les mathématiques dans différentes villes d'Italie et en participant à des concours. Alors voilà un des concours auxquels il a participé. En 1535, lors d'une confrontation avec Antonio Maria Fior, un des élèves de Scipione del Ferro, on lui propose 30 équations du degré 3 de type x au cube plus px plus q, plus px égale q. Les résolutions ne se font à l'époque qu'à tâtons. Dans la nuit du 12 au 13 février, juste avant la date limite, Tartaglia aurait trouvé la solution générale de ce type d'équation et résolu les 30 équations en quelques heures. Ce n'est d'ailleurs que pour l'honneur, puisqu'il renonce au prix, et le prix c'était 30 banquets successifs. Dans l'espoir de gagner d'autres concours, Tartaglia ne dévoile pas sa formule. Cardan, mis au courant de ce succès, fait venir Tartaglia à Milan et le persuade de lui révéler sa méthode, en promettant de ne jamais la dévoiler et a fortiori la publier. Tartaglia cède. Cardan trouve alors la solution générale des équations de troisième degré et apprenant que Scipione del Ferro, donc le prof de Maria Fior, a donné la solution avant Tartaglia, il se sent délié de sa promesse et publie le résultat dans Ars Magna en 1545. Dans la querelle qui s'ensuit, Tartaglia manque de perdre la vie. On doit aussi à Tartaglia des résultats en sciences de l'artillerie, un traité sur les opérations numériques à l'usage du commerce, et en 1543, des traductions d'Euclide et d'Archimède. Donc vous voyez, une vie tragique. Non seulement on ne lui donne pas le triangle, mais on lui a piqué les équations de degré 3. Donc, alors, de toute façon, ce n'est pas dû à Tartaglia non plus. Alors, on trouve le triangle de Pascal dans les civilisations indiennes, dans la civilisation persane. Au Xe siècle, un dénommé Al-Karaji parle du triangle
Et vers 1100, Omar Khayyam parle du triangle. Le triangle apparaît aussi dans la civilisation chinoise. Ce que vous voyez ici, c'est un extrait de l'ouvrage de Zhu Xie qui s'appelle « Précieux mémoire des 4 éléments », qui date de 1333. 1303, pardon. Et encore, lorsque l'auteur décrit le triangle, donc dans ce traité de 1303 chinois, il appelle ce triangle la vieille méthode. Elle était en effet connue en Chine dès 1100. À cette époque, le mathématicien Jacques Sang l'appelait le système de tabulation servant à découvrir les coefficients binomiaux. Mais on croit savoir que le tableau apparut pour la première fois dans un livre de la même date, qui s'appelle « L'empilement des puissances et le déchiffrement des coefficients » par Liu Ruxie. Alors on ne sait pas, en tout cas je ne sais pas, si c'est les Chinois ou les Persans qui sont les premiers à avoir trouvé le triangle, et est-ce qu'il y a eu de communication entre les deux civilisations? Je crois que c'est un problème ouvert pour les historiens de savoir l'origine exacte du triangle. En tout cas, c'est bien avant Pascal. Alors revenons au texte de Pascal. Pascal donne 19 propriétés du triangle. Et il donne aussi des applications du triangle, qui sont les suivantes. Alors ça, c'est les traités annexes. Alors il y en a un qui est l'usage du triangle pour les ordres numériques. Ensuite, l'usage du triangle pour les combinaisons, ce qu'on a vu au début, la combinaison CPN. D'autre part, l'usage du triangle pour déterminer les parties qu'on doit faire entre deux joueurs qui jouent en plusieurs parties. Et enfin, l'usage du triangle pour trouver les puissances des binômes et des apotomes. Alors les binômes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 1 plus x puissance m, et ils avaient un nom aussi pour 1 moins x puissance n, qui est évidemment la même chose au signe près. Ils appelaient ça les apotomes. Voilà. Donc, c'est un bref résumé du texte de Pascal, et j'ai dégagé cet avertissement qu'il met à la fin de son texte sur les propriétés. Il dit la chose suivante: on peut tirer de là d'autres proportions que je supprime, parce que chacun les peut facilement conclure, et que ceux qui s'y voudront attacher en trouveront peut-être de plus belles que celles que je pourrais donner. Donc c'est une façon très élégante de dire qu'il s'imagine qu'il y a beaucoup de propriétés, il les laisse à ses successeurs. Alors, je vais vous donner quelques propriétés qui ne sont pas chez Pascal, du triangle de Pascal. Supposons qu'au lieu de faire la somme des éléments dans une ligne, on fasse la somme des carrés des éléments dans la ligne n. L'énoncé, c'est que la somme des carrés des entrées de la nème ligne est égale à la nème entrée de la ligne 2n. Alors, si on écrit ça en formule, ça devient la somme de P égale 0 à n de CNP au carré. Donc là, il faut faire attention que les nombres n'ont pas le même sens. Là, CNP, c'est le nombre de combinaisons de P dans n, et on l'élève au carré. Si on fait la somme de tous ces nombres, on trouve l'entrée nème de la ligne 2n, Cn2n. Alors, on va démontrer ça. Pour démontrer cette propriété, on va utiliser la formule du binôme. La formule du binôme nous dit que Cn2n, donc le résultat final, donc on raisonne un peu à l'envers, on part du côté droit qui est Cn2n dans l'égalité qu'on cherche à démontrer. Bon, ben, par la formule du binôme, c'est le coefficient de x puissance n dans 1 plus x à la puissance 2n. C'est-à-dire, si j'écris 1 plus x puissance 2n comme somme de puissance de x avec un coefficient, le coefficient de x puissance n sera Cn2n. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la formule de binôme. Maintenant, 1 plus x puissance 2n, on peut l'écrire autrement. Simplement,
en l'écrivant sous la forme 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance n. Donc Cn de n, c'est le coefficient de x puissance n dans ce produit, 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance n. Et maintenant, on va utiliser la formule du binôme pour chacun des facteurs. Le coefficient de x puissance n qu'on cherche, c'est le coefficient de x puissance n dans 1 plus x puissance n, qui n'est autre que la somme de p égale 0 à n, cnp x puissance p, multiplié à nouveau par 1 plus x puissance n, c'est-à-dire la somme de q égale 0 à n, cnq x puissance q. Alors, pour avoir une puissance x puissance n dans ce produit, il faut prendre une puissance dans le premier facteur, par exemple x puissance p, et dans le deuxième facteur, il faut prendre x puissance n moins p, de façon à ce que le produit fasse x puissance n. C'est la seule chose qui contribuera au coefficient de x puissance n. Par conséquent, si on fait ça, x puissance p va avoir pour coefficient cpn, et x puissance n moins p va avoir pour coefficient cn moins p dans n. Donc on trouve que le coefficient de x puissance n, ça n'est autre que la somme de p égale 0 à n de cnp, cn, n moins p. D'accord? En développant en binôme 1 plus x puissance n deux fois, on obtient que cn de n, c'est la somme de p égale 0 à n de cpn fois cn moins p fois n. Mais rappelez-vous, cn moins p dans n, par la propriété de symétrie, c'est la même chose que cpn. Donc on trouve la somme de p égale 0 à n, cnp, cnp. Autrement dit, on a bien démontré que Cn de n, c'est la somme des carrés de Cnp dans la ligne n. Alors voici maintenant une autre propriété du triangle assez jolie, qui consiste à faire la chose suivante. On prend le triangle et on efface les termes pairs. Par exemple, 2 dans la ligne 2, 1, 2, 1, on va effacer le 2. On va garder simplement les entrées impaires. On garde les entrées impaires et on les remplace par des cercles. Alors voilà ce que ça donne sur les premiers exemples. On descend dans le triangle. Donc, vous voyez, là, on est à la ligne 16. On voit apparaître un triangle blanc. Il y a aussi un triangle blanc ici, un triangle blanc ici, et là aussi. Et éventuellement, là, on peut considérer que c'est un triangle blanc. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de hiérarchie des triangles blancs entre le grand qui est ici et le plus petit qui sont sur le côté. Pareil, si je continue jusqu'à 32, eh bien, on va avoir la même figure tout à l'heure, c'est-à-dire un grand triangle blanc, des petits triangles blancs sur les côtés, et cette fois-ci, plus de détails, c'est-à-dire une hiérarchie de 3 ou 4 triangles, de taille de triangle, mais c'est le même dessin qu'avant, simplement plus détaillé. Alors la figure qu'on obtient comme ça est connue par ailleurs, c'est ce qu'on appelle le fractal de Sierpinski. Donc là, je montre un peu la suite. Voilà, le fractal de Sierpinski, c'est la chose suivante. Vous partez d'un triangle rouge, équilatéral, vous retirez un triangle blanc, avec la tête en bas. Maintenant, dans chaque triangle rouge, on va faire la même opération.
on retire un triangle blanc, la tête en bas, ici, ici et là. Et puis on recommence. Dans les triangles rouges qui sont là, les 9 triangles rouges, on retire un triangle blanc. Ça donne cette figure. On continue. Donc on peut continuer ad libitum, avoir une figure comme ça, très jolie, qu'on appelle le fractal de Sierpinski. Autrement dit, on peut continuer à l'infini à retirer des petits triangles blancs dans les triangles rouges. Et c'est la figure qu'on obtient. Cette figure est la même que celle qu'on obtiendrait en regardant le triangle de Pascal et les puissances de 2, les lignes puissance de 2, comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire en blanc, les entrées paires, et en rouge, les entrées impaires. Alors voici un autre énoncé qui, je crois, est assez difficile et qui a été démontré il y a une quinzaine d'années par Andrew Granville, qui est professeur à Montréal, et Olivier Ramaret, qui est professeur à Lille. C'était une conjecture d'Erdős. Ils ont démontré la chose suivante, c'est que si n est supérieur ou égal à 5, le nombre Cn de n, vous vous rappelez, le nombre Cn de n, c'est la somme des carrés des entrées dans la ligne n. Donc ce nombre-là, Cn de n, est divisible par un carré. Donc il est divisé par 4, par 9 ou par 25, mais il est toujours divisé par un carré, dès que n est supérieur ou égal à 5. De façon générale, les propriétés de divisibilité des nombres de Pascal sont très riches. On en trouve par exemple si vous allez sur le site web de Granville, vous verrez qu'il a toute une collection de théorèmes sur les propriétés de division des nombres de combinaisons. Alors en ce qui me concerne, j'ai été tombé sur le problème suivant. J'ai étudié un problème sur les courbes et j'ai été ramené à un problème sur le triangle de Pascal que je vais vous raconter et qui est la chose suivante. On prend une ligne dans le triangle de Pascal, par exemple la 4e ligne, et on retire de chaque côté un petit bout, le plus petit bout possible, pour que ce qui reste ait un diviseur commun. C'est-à-dire ici, si je retire 1 au début et 1 à la fin, je trouve 4, 6 et 4 qui ont 2 comme diviseur commun. Donc je vois qu'il suffit de retirer un bout de longueur 1. La même chose est vraie en degré 5. Si on retire 1 et 1 de chaque côté, ce qui reste est divisé par 5. En rang 6, il faut retirer deux entrées, 1 et 6, et il reste 15, 20 et 15 qui sont divisés par 5. En rang 7, il suffit de retirer une entrée, et tout ce qui reste est divisé par 7. En rang 8, il suffit de retirer une entrée, et tout est divisé par 2. En rang 9, on retire une entrée de chaque côté, et ce qui reste est divisé par 3. En rang 10, il faut en retirer 2. 1 et 10 de chaque côté, et ce qui reste sera divisible non pas par 5, on pourrait penser à 5 et donc garder 10, mais vous voyez au milieu, il y a 252 qui n'est pas divisé par 5. Donc en fait, tous les nombres qui sont ici sont divisés par 3. C'est pour ça qu'en retirant 1 et 10 de chaque côté, on a un diviseur commun pour les entrées qui restent. Donc je vais vous dire ça de façon plus formelle. L'entier qui nous intéresse, donc la longueur du petit bout qu'on retire de chaque côté d'une ligne du triangle de Pascal, B de n, pour la ligne n, c'est le plus petit entier B, tel que les nombres C, N, P, donc les entrées du triangle en rang n, pour P entre B et N-B, ont un diviseur commun.
Ça, c'est la définition formelle de ce que je vous ai dit. On retire aussi peu qu'on peut, de telle sorte que ce qui reste a un diviseur commun. Alors, d'après ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, enfin dans les exemples qu'on a regardés, ce nombre B de n est très petit. Hein. Il a suffi de retirer 1, presque chaque fois, ou 2, pour que ce qui reste ait un diviseur commun. Et c'était justement le problème que j'avais besoin de résoudre, montrer que B de n est petit. Est-ce que c'est bien vrai que dans la ligne n, si je retire un petit bout de chaque côté, ce qui va rester a un diviseur commun? Alors on peut continuer à faire les calculs et à regarder combien il faut retirer pour que, à nouveau, ce qui reste a un diviseur commun. Donc là, j'ai fait le calcul jusqu'à 27. Et on trouve la chose suivante, il faut lire la deuxième ligne, là, qui est la valeur de B de n. Alors ça donne la chose suivante. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je suis en train de bégayer. C'est Tartaglia qui essaie de compter. Hein? On bégaye, et puis à intervalles réguliers, on retombe sur 1, on essaie de monter. Ici, on a réussi à monter jusqu'à 4. Enfin, ce n'est pas très brillant. On arrive à 27 en ayant compté jusqu'à 4. Donc, on voit bien que sur cet exemple-là, enfin, ça a l'air de se vérifier que B de n est petit. Il ne dépasse pas 4 dans les 30 premières valeurs de n. Alors, j'ai posé le problème à des mathématiciens, et en particulier à Andrew Granville, dont on a parlé tout à l'heure. Il a trouvé une très jolie réponse au problème. Alors, pour expliquer la réponse de Granville, il faut que je vous rappelle ce que c'est qu'un nombre premier. Vous l'avez peut-être appris. Un nombre premier, un nombre entier est dit un nombre premier s'il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Alors, exemple, les nombres 2, 3, 5, 7, 11 et 13 sont des nombres premiers. Par exemple, 11 n'est pas divisible par autre chose que par 11 et par 1. Par contre, les nombres 4, 6, 8, 10, 12, par exemple, 10 est divisible par 2 et 5, donc ils ne sont pas premiers. Alors revenons à notre tableau des valeurs de B de n et regardons ce qui se passe. Ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est quand est-ce que B de n vaut 1. Donc on met en rouge les entrées n telles que B de n vaut 1. Alors vous voyez que pour 5, on trouve 1, pour 7, on trouve 1, pour 11, on trouve 1, 13, on trouve 1, 17, on trouve 1, 19, on trouve 1, 23, on trouve 1. Alors, en fait, à chaque fois que n est un nombre premier, B de n vaut 1. Alors, ce n'est pas le seul cas où B de n vaut 1, parce que ça vaut aussi 1 quand n égale 4, ou quand n égale 9, ou quand n égale 16, ou n égale 25. Mais vous voyez que tous ces exemples, ou 27, tous ces exemples se ramènent à des nombres premiers au sens où c'est des puissances d'un nombre premier. Ici, c'est 2 au carré, ici, c'est 3 au carré, 16, c'est 2 puissance 4, 25, 5 puissance 2, ici 3 puissance 3. Donc vous voyez, à chaque fois que n est soit un nombre premier, soit une puissance d'un nombre premier, donc un nombre premier multiplié par lui-même, B de n vaut 1. Eh bien, le théorème de Granville, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici jusqu'à 27 est vrai en général. On a le théorème suivant, B de n est égal à 1, si et seulement si n est une puissance d'un nombre premier, n égale p puissance k. Alors, ce n'est pas trop difficile de voir que B de n vaut 1 quand n est une puissance d'un nombre premier, c'est assez classique. Par contre, la réciproque est difficile. Il utilise un résultat de Kummer qui donne la bonne puissance de P qui divise les nombres de combinaisons. Donc c'est un résultat non trivial.
que B de n vaut 1 si et seulement si n est une puissance d'un nombre premier. Bon, et puis entre les valeurs 1 de B de n, on fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire on cherche à monter, 1, 2, 3, 4, et on retombe sur 1 dès qu'on est tombé sur une puissance d'un nombre premier. Ça se traduit de la façon suivante. B de n moins 1 est le plus petit entier de la forme n moins p fois p fois p fois p fois p, où p est un nombre premier. Donc ça, c'est le résultat général. B de n vaut 1 quand n est une puissance de nombre premier, et ensuite, on monte de 1 en 1 jusqu'à la prochaine fois où on rencontre une puissance d'un nombre premier. Voilà. Alors ça, c'est un très beau théorème qui nous dit ce qu'est B de n. Mais ça ne répond pas à la question. La question, c'est est-ce que B de n est petit? Alors c'est déjà bien, on sait ce qu'est B de n, on a vu que ça avait rapport avec les nombres premiers. Est-ce qu'on peut montrer que B de n est petit? Ça veut dire que B de n revient à 1 très souvent. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de nombres premiers. À chaque fois que n est un nombre premier ou une puissance d'un nombre premier, B de n va être ramené à 1. Donc on tombe sur le problème de la répartition des nombres premiers parmi les entiers. Alors c'est un problème en soi très intéressant de savoir si on peut trouver beaucoup de nombres premiers parmi tous les entiers. Alors voilà un théorème qui a, je crois, une quinzaine d'années. Qui est dû à 3 mathématiciens, Barker, Harman et Pins, qui dit la chose suivante. Il existe une constante C positive telle que pour tout x supérieur à 1, il existe un nombre premier entre x et x moins c, x puissance 0,525. Alors j'ai peur que cet énoncé vous effraie un peu. Ici, j'ai écrit x puissance 0,525. Vous connaissez les puissances carrées, x au carré, x au cube, x puissance 4. Vous aurez besoin d'admettre pour le reste de mon exposé qu'il existe aussi des puissances où on met des nombres fractionnaires ou des nombres décimaux. Par exemple, si j'avais mis x puissance 0,5, ça serait la racine de x. Donc, entre x, si je regarde un nombre premier plus petit que x, mais pas trop loin de x, je retrouve 1 entre x et une constante fois x puissance 0,525. C'est ça le théorème de ces trois auteurs. Donc ça veut dire que dans un intervalle donné, il y a beaucoup de nombres premiers, et ça se traduit sur la fonction B de n. Donc on a un corollaire de ce théorème, qui est que B de n est plus petit qu'une autre constante, fois racine de n. Je vous rappelle que racine de n, c'est pareil que n puissance 0,5. Racine de n fois n puissance 0,025. Voilà le résultat qui nous dit que B de n est petit quand même. Il est de l'ordre de la racine carrée de n. Alors, on a l'habitude, en arithmétique, d'avoir recours à ce qu'on appelle l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann, c'est sans doute c'est peut-être le plus beau problème qui reste à résoudre. Elle a été formulée en 1759. Elle concerne une fonction de zeta, dont je vais vous parler. Et il se trouve que une propriété de cette fonction de zeta a énormément de conséquences si on arrive à la démontrer. Alors, il faut que je vous définisse la fonction de zeta de Riemann. C'est la chose suivante. C'est l'unique fonction méromorphe, zeta de S, où S égale x plus y est un nombre complexe, tel que, si x est plus grand que 1, zeta de x égale 1 plus 1 sur 2 puissance x, plus 1 sur 3 puissance x, plus 1 sur 4 puissance x, etc. Alors, il y a pas mal de choses dans ce transparent à expliquer. D'abord, les nombres complexes. Alors, vous n'avez peut-être pas vu déjà. Bon, pensez que x et y, c'est des nombres réels. Et on multiplie le deuxième par i, qui est racine de moins 1.
Donc, en fait, pour spécifier un nombre S, il faut deux nombres réels, x et y. Autrement dit, la fonction de zeta dépend d'un point dans la surface, dans le plan de coordonnées x et y. D'autre part, je dis que c'est une fonction méromorphe. Alors ça, je passerai encore plus là-dessus. Mais l'idée est la suivante. On va définir la fonction sur la droite x plus grand que 1. Donc la fonction est définie là, par une formule explicite. Et on va trouver de façon unique une fonction définie sur tout le plan des x et des y qui coïncide avec cette fonction pour x plus grand que 1. Donc l'adjectif méromorphe, c'est pour garantir qu'il y a unicité. Il n'y a pas toujours un prolongement de cette fonction à tout le plan, mais si ce prolongement existe et est méromorphe, il est unique. Donc je peux parler de l'unique fonction méromorphe zeta de S telle que, alors si x plus grand que 1, quelle est la valeur de zeta? Donc sur la droite, la demi-droite que je vous ai montrée, 1 plus 1 sur 2 puissance x, plus 1 sur 3 puissance x, etc. Donc par exemple, zeta de 2, c'est 1 plus 1 sur 4, plus 1 sur 9, plus 1 sur 16, 1 sur 25, etc. Et zeta de 3, c'est 1 plus 1 sur 2 puissance 3, 1 sur 3 puissance 3, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle la fonction d'état de Riemann. Il a introduit ça dans un magnifique article au siècle dernier, et il a fait une conjecture sur cette fonction. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann, c'est la chose suivante. C'est que si x est entre 0 et 1, et si zeta de x plus y vaut 0, alors x vaut 1,5. Donc revenons au dessin qui est ici. Vous avez la droite x égale 1,5, et c'est une droite de symétrie pour la fonction de zeta. C'est-à-dire que les valeurs de la fonction de zeta en un point ici, ou au point symétrique par rapport à cette droite, sont reliées par une formule simple, ce qu'on appelle une équation fonctionnelle qui relie les valeurs de zeta en S et les valeurs de zeta en 1 moins S bar, ici. Donc on a un bel axe de symétrie, et la conjecture, donc l'hypothèse de Riemann, c'est que le seul endroit dans cette bande x entre 0 et 1 où zeta peut s'annuler, c'est sur la droite x égale 1,5. Alors on connaît des millions de zéros sur x égale 1,5, on n'a jamais trouvé ailleurs que là. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Riemann. Et l'avantage de cette hypothèse, c'est qu'elle a énormément d'applications. Autant le théorème de Fermat n'a aucune conséquence, autant l'hypothèse de Riemann a de multiples conséquences dans toutes les questions d'arithmétique, ce qui fait que très souvent, on donne non seulement le résultat, mais le résultat sous l'hypothèse de Riemann. C'est-à-dire qu'on fait comme si on avait résolu la conjecture et on regarde qu'est-ce qui se passe. Alors on va le faire pour notre problème. Est-ce que BDN est petit? Zeta de S nous dit quelque chose sur la répartition des nombres premiers dans les entiers. Et voici ce qu'on obtient. Donc maintenant, c'est un résultat conditionnel. Si l'hypothèse de Riemann est vraie, quel que soit epsilon positif, il existe une constante C de epsilon positive telle que B de n est inférieur ou égal à cette constante C de epsilon fois racine de n, n puissance epsilon. Donc l'hypothèse de Riemann nous garantit qu'on peut être aussi proche qu'on veut de racine de n dans l'estimé qu'on a de B de n. Alors je vous rappelle qu'on sait comme un théorème qui résulte du théorème que je vous ai mentionné tout à l'heure, on sait déjà que B de n est au plus racine de n fois n puissance 0,025. Et ce que nous dit l'hypothèse de Riemann, c'est qu'au lieu de 0,025, on peut mettre n'importe quel epsilon. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça montre que le théorème est très fort. Le théorème qui a été démontré par les trois auteurs est très fort, puisqu'il obtient presque la même chose que sous l'hypothèse de Riemann. Donc cette estimée est excellente. Elle nous dit que B de n est de l'ordre de racine de n. Et c'est ça qui nous permet de conclure que le petit bout
qu'on doit retirer de chaque côté pour que ce qui reste est un diviseur commun, n'est pas trop gros. Il est de l'ordre de racine de n. Voilà. Alors je finirai par une autre question que vous pourriez vous poser, qui est la suivante. La question, c'est est-ce que Tartaglia va réussir à compter? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il était mal parti. Il arrivait à 4 au bout de 20 essais. Donc, vous voyez, ici, il a réussi à faire 1, 2, 3, 4, et il a été obligé de repartir à 1. Donc, la question se pose, est-ce qu'il y aura un moment où il fera 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y aura quand même un moment où il y aura de la place entre deux nombres premiers pour compter? Alors voici le résultat. La réponse est oui. Il arrive à compter. Et ça se formule de la façon suivante. C'est un théorème d'Erdős de 1935. Si je prends le sup de B de M pour M inférieur ou égal à N, donc la valeur maximale, par exemple, le sup pour M inférieur à 27, c'était 4. Hein. Le plus grand qu'on a obtenu, c'était 4. Donc on prend le sup de B de M pour M inférieur à N. C'est supérieur ou égal à une constante, encore, fois log de N. Alors là aussi, je parle du logarithme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Vous pouvez penser à log de n comme le nombre de chiffres qu'il faut pour écrire n, en base 10. Autrement dit, log de 10 000, c'est 4. Log de 100 000, c'est 5. Donc vous voyez ici, j'ai une fonction qui est très petite, mais qui est une borne inférieure pour le sup de B de M. Donc on arrive à compter au moins, Tartaglia arrivera à compter au moins de l'ordre de log de n. Donc il arrivera à compter log de n tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Donc oui, il arrivera à compter, mais très lentement. Il faudra attendre très longtemps pour arriver à 5 ou à 7 par ce procédé. Voilà. Donc je finirai là l'exposé et je vous remercie. Bien. Nous avons le temps pour un certain nombre de questions, donc je vais distribuer le micro. Est-ce que Pascal connaissait les travaux de ses prédécesseurs? Alors, Tartaglia, par exemple, c'est ça? Donc la question, c'est est-ce que Pascal connaissait les travaux de ses prédécesseurs? Oui, certainement, il connaissait les travaux, en tout cas de ses prédécesseurs immédiats. Et je n'ai pas tout cité, mais il y a d'autres gens qui ont écrit sur le triangle 10 ans avant Pascal. Et enfin, il ne prétendait pas être le premier à définir ce triangle. Il a utilisé les travaux des autres et il en a fait une belle synthèse. Donc, bon, je ne sais pas s'il connaissait spécifiquement Tartaglia, mais il connaissait d'autres mathématiciens qui ont vécu entre les deux. Entre log n et racine de n, il y a pas mal de place. Tu as une idée si ça ressemble plutôt à log n ou à racine de n, ton B de n? Je n'ai pas entendu la question. Pardon. Donc, entre log n et racine de n, il y a pas mal de place. Je voulais savoir, ça ressemble plutôt à log n ou à racine de n en pratique? Ah, c'est une très bonne question. Est-ce que B de n est plutôt de l'ordre de racine de n ou de l'ordre de log de n? À ma connaissance, on ne sait pas la réponse. C'est une très bonne question, mais c'est des théorèmes difficiles. Hein. Le théorème d'Erdős est un théorème difficile. Le théorème des trois auteurs est aussi très difficile. Donc on a une borne supérieure, racine de n, une borne inférieure, log de n. Il y a beaucoup de place, comme vous dites, entre les deux. Mais trouver un équivalent de B de n quand n tend vers l'infini, ça serait un problème très difficile. Espérer. Plutôt, c'est clair que les théorèmes sont très difficiles, donc tu nous as dit ce qu'on savait, mais qu'est-ce qu'on croit? Alors là, je cite Granville. Je précise là, pour le public, là, c'est une question de mathématicien. Hein. C'est un professionnel qui pose une question à un professionnel. Oui,
Ben, la question de mathématicien, c'est qu'est-ce qu'il faudrait imaginer comme équivalent pour BDN quand n tend vers l'infini. Alors, il paraît qu'il y a un auteur qui a des équivalents plus forts que ceux que j'ai écrits avec l'hypothèse de Riemann, mais je ne l'ai pas en tête. Mais je ne crois pas qu'il y ait un équivalent prévu pour BDN. Donc, non seulement c'est difficile, mais on n'a même aucune idée de ce qu'on devrait trouver. Je voulais savoir si la formule de Newton était due la formule du binôme de Newton était due à Newton. Ou est-ce que là aussi il y a... En tout cas, la quatrième application, qui est de l'usage du triangle pour les binômes et les apotomes, c'est exactement ça. Alors, peut-être que Newton écrivait la formule avec les factoriels au lieu de l'écrire avec les entrées du triangle, mais Pascal est tout à fait explicite sur le fait que quand on développe 1 plus 10 jusqu'à la puissance n, les coefficients sont les entrées de la énième ligne du triangle. Alors, est-ce que quelqu'un avant lui l'avait déjà dit? Je ne sais pas. Est-ce que je vais poser ma question. Est-ce que les réponses sur B de n, ça donnait les réponses dont toi tu avais besoin pour la question que tu t'étais posée? Oui. Donc le problème que je me posais, c'était une question de géométrie sur les courbes. Et j'avais traduit cette question en termes de triangle de Pascal, et j'étais tombé sur cette propriété. Ceci dit, j'avais une question géométrique à résoudre. L'évaluation de BDN me donnait une réponse appropriée, approchée, qui n'était pas mauvaise, mais c'était quand même une question de géométrie, dont j'ai demandé à une géomètre, Claire Voisin, qui a démontré un résultat bien meilleur par voie géométrique. Donc, ça sert de façon un peu anecdotique dans ce travail. Bon, on peut imaginer d'autres énoncés du même style que ceux que j'avais en tête, pour lesquels la méthode de Claire Voisin ne marcherait pas et qui utiliserait la borne pour BDN. Donc, ce n'était pas un travail complètement inutile. Dans le document qui a été remis, il est question des coefficients binomiaux et de leur rapport avec les nombres premiers dans des travaux récents, est-il dit. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées de cette direction? Oh, ben, ce dont j'ai parlé, c'est déjà un exemple. De façon générale, on a des congruences. Donc, vous voudriez d'autres énoncés que ceux que j'ai donnés? Je crois qu'à ce moment-là, je vous renverrai au site de Andrew Granville, qui donne énormément de congruences. Et alors, il y a un théorème en particulier qu'il utilise ici, c'est un théorème de Kummer, qui donne la puissance de P qui divise C de NM. Il ne faut pas dire C de Pn parce qu'il y aurait deux nombres P, mais étant donné un nombre dans le triangle, on sait, et un nombre premier, on sait quelle puissance de ce nombre premier divise l'entrée du triangle. C'est donné par une formule sur la division modulo P d'un entier par un autre. Donc ça, c'est un résultat du 19e. Kummer est un mathématicien du 19e. Pardon? Kummer est un mathématicien du 19e siècle. C'est ça, c'est lui qui a trouvé ça. Merci. Oui, je voulais juste demander si le triangle de Pascal, il avait des conséquences uniquement arithmétiques ou si ça pouvait servir en géométrie. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui. Est-ce que le triangle de Pascal, il a des conséquences uniquement arithmétiques ou est-ce que ça peut servir parfois en géométrie? Donc le triangle de Pascal bon, la motivation de Pascal, je ne la connais pas, bien sûr, mais de la façon dont il écrit, c'était pour le plaisir de toutes les propriétés qu'il y avait dedans. Maintenant, Pascal est l'inventeur du calcul de probabilité et l'application au pari entre deux joueurs qui arrêtent la partie au milieu et de savoir comment ils doivent répartir l'argent dans un jeu qui s'arrête au milieu, c'est un exemple typique de probabilité, c'est-à-dire
il faut savoir quelle est la chance de chacun de gagner dans le futur. Donc, les nombres de combinaisons servent en combinatoire, comme leur nom l'indique, mais aussi en probabilité. Et en géométrie, je vous ai dit que c'était à propos d'un problème de géométrie, je m'étais posé la question, mais disons que les nombres de combinaisons arrivent souvent dans les mathématiques. Donc, pas forcément plus en géométrie qu'ailleurs, mais c'est certainement des nombres indispensables. D'accord, merci. Merci. Pas de questions, alors quand il n'y a pas de questions, je pose une question. Comment est-ce que tu es tombé sur Granville? Je ne sais pas exactement. Je crois que j'ai écrit à Ramaré déjà. Et puis j'ai vu qu'ils avaient ces travaux en commun, comme le théorème qu'elle a. Je ne sais plus dans quel ordre ça s'est passé. Mais je sais que je lui ai écrit par courrier électronique le samedi soir, et le lundi, il m'avait donné la réponse et les équivalents de BDN et tout. Donc c'est vraiment un type très brillant dans ce domaine. Il a fait ça en 2 jours. Et donc c'est bon, la raison pour laquelle je posais la question, c'est pour montrer le caractère de collaboration, y compris en l'occurrence internationale, de la recherche en mathématiques. Oui, je suis d'accord. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le résultat. C'était pas de dire, bon, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai cherché un peu, mais ensuite, j'ai cherché à me faire aider. De la même façon, sur la question géométrique, j'ai posé la question à Claire Voisin, parce que c'est une très grande géomètre, et j'étais content de constater qu'elle s'y mettait et démontrait un théorème bien plus fort que celui que j'avais. Donc, je crois que, bon, on n'a pas envie de se faire voler comme Tartaglia, mais on est quand même en collaboration aussi. Une question très naïve d'un profane non mathématicien. Pourquoi est-ce que dans le triangle de Pascal, la première ligne, le premier 1, est considéré comme un rang 0? Et est-ce qu'il y a une justification de ce choix? C'est pas comme ça que Pascal dit. Pascal dit que la première ligne est de rang 1. Donc, c'est une convention. Par exemple, quand je dis que la somme des éléments de la énième ligne vaut 2 puissance n, Pascal dirait que la somme des éléments de la énième ligne, c'est 2 puissance n-1. Donc c'est purement conventionnel. On trouve peut-être un peu plus élégant de considérer la première ligne et la ligne 0. Donc c'est une façon de... c'est purement conventionnel. Sur la constante, vous n'avez rien dit sur les constantes. On peut supposer qu'elles sont petites ou grandes. Les auteurs ne disent rien sur la constante. D'accord. Moi qui suis un admirateur des constantes. Oui. Admirateur de Omar Khayyam aussi. Pardon? De Omar Khayyam, comme vous l'appelez. Oui. Quelle est sa contribution sur le triangle de Pascal? Je n'en sais rien. Ce sera tout. J'ai essayé de joindre la grande spécialiste des mathématiques chinoises, qui est Karen Shemla, pour vérifier auprès d'elle si on pouvait affirmer que c'est les Chinois qui ont inventé le triangle de Pascal. J'ai téléphoné chez elle et malheureusement, elle est au Japon. Donc, dès son retour, je lui demanderai ce qu'on peut attribuer aux Chinois ou pas. Oui. Pardon? Oui, c'est ça. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, attribuer aux uns et pas aux autres. C'est toujours le problème. Je ne suis pas mathématicien de profession, mais quelque chose qui m'a toujours troublé quand j'ai fait des mathématiques, factoriel 0 égale 1. Ça, d'où ça sort? Qu'est-ce qui peut justifier cette convention? Ça, c'est pour que les formules qui suivent soient vraies. Vous allez dire... heureusement, ou c'est triché, mais quand on donne une formule, alors je ne sais pas si je vais retrouver.
quand on donne la formule pour CNP, je mettrai 30 temps, mais la formule pour CNP, c'est factoriel n divisé par factoriel p, factoriel de n moins p. Et si je n'avais pas dit que factoriel 0, c'est 1, je ne saurais pas quoi faire quand p vaut 0. Donc la formule reste vraie, CNP égale factoriel n sur factoriel p, n moins p, reste vraie pour p égale 0, parce que factoriel 0 vaut 1. Donc c'est par expérience qu'on constate que de décider que factoriel 0 vaut 1 donne des formules justes sans avoir distingué les cas P positif ou pas P positif. Donc là aussi, c'est un peu du conventionnel. Dans la... Ah, il y a une question là-bas. Oui, ce n'est pas une question, c'est de répondre aux jeunes qui avaient posé la question si le triangle de Pascal a une utilisation géométrique. Oui, il suffit de la mettre sous forme triangulaire, matricielle, et vous multipliez, vous trouvez les propriétés, qui en fait c'est l'élément principal qui unifie les méthodes de conception géométrique, Bézier et tous les autres. Il suffit de le mettre sous forme de matrice et multiplier par la base exponentielle, et vous trouvez toutes les propriétés de courbe, la translation et les transformations affines de l'axe de paramètres, et vous trouvez la géométrie. Puis deuxième, la question concernant pourquoi on utilise la convention de 0 pour la ligne. La première 1 en haut, le premier 1 en haut, c'est simplement en extrapolant sur le fait que la première ligne donne la puissance de A plus B à la puissance n. Donc, si vous mettez n à 0, vous trouvez le 1 en haut. Oui, c'est vrai. Oui, la formule 1 plus x puissance n est encore vraie pour n égale 0. Alors là, c'est une autre convention, qui est que n'importe quoi à la puissance 0, ça vaut 1. Et donc, c'est ce que vous venez de dire. 1 plus x puissance 0 vaut 1, c'est le 1 en haut du triangle. Quelle est la part expérimentale pour découvrir des propriétés sur B de n? Est-ce qu'on fait des calculs sur ordinateur jusqu'à n égale 1 million et ensuite ça donne une idée du genre de choses qui est vrai? Alors j'avais calculé exactement celle que je vous ai montrée, c'est-à-dire jusqu'à 6. Donc j'avais vu que c'était petit, mais je n'avais pas du tout vu la règle. Et alors je vous ai fait a posteriori des tableaux jusqu'à 30. Là, on commence à voir des choses. Je ne sais pas comment Granville a fait. Peut-être qu'il a calculé jusqu'à 30 et regardé ce qui se passait pour deviner son théorème. Je ne sais pas, il ne m'a jamais dit. Donc la part expérimentale est au libre choix du mathématicien. Et en l'occurrence, j'aurais dû calculer un peu plus loin pour avoir une idée. Je n'imaginais pas du tout qu'il y ait une formule simple pour B de n. Mais si j'avais calculé plus loin, peut-être que j'aurais trouvé ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, concernant les suites de nombres, comme B de n, il se trouve qu'il y a un site web très intéressant qui est tenu par M. Sloan, qui consiste en des suites B de n de toutes sortes, des suites numériques. Je crois qu'il y en a 5000 répertoriées, quelque chose comme ça. Alors, vous entrez dans ce site, supposons que vous ayez une suite de nombres, par exemple les B de n jusqu'à 20. Vous écrivez ces nombres dans le site, dans une fenêtre, et le programme vous sort automatiquement la littérature qui existe ou n'existe pas sur le sujet. Alors, si la littérature existe, ça vous permet d'avancer dans votre travail. Et si ça n'existe pas, eh bien, rajoute votre liste à la liste, au site. Et il est comme ça arrivé à 5 ou 10 000
entrée. Je vous conseille d'y aller. C'est simplement Google Sloan et vous verrez, c'est l'encyclopédie des suites de nombres où il y a toutes sortes de suites de ce genre-là. Donc, S-L-O-A-N, c'est ça? S-L-O-A-N? Pardon? Sloan, S-L-O-A-N-E? S-L-O-A-N-E, oui. BDN ne s'y trouve pas, malheureusement. Bon, juste une question d'un lycéen de Bascan. Donc, c'est juste une question de curiosité sur B2N. On avait pu observer sur les tableaux que vous avez montrés que quand ça montait, donc, quand ça montait jusqu'à 3, ça montait progressivement par palier 1, 2, 3, jusqu'à 4 également. Savoir pour la suite si à chaque fois que ça atteignait des valeurs de plus en plus hautes, ça montait comme ça. Oui, alors c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, peut-être mal, mais B de n vaut 1 à chaque fois que n est une puissance d'un nombre premier, et entre deux puissances d'un nombre premier, il monte un par un. Donc il monte 1, 2, 3, 4, 5, et redescend à 1, et il continue comme ça. Donc c'est ce que vous dites. Pour atteindre 10, il faut aller jusqu'à combien? Donc c'est explicitement. Je n'ai pas fait le calcul. Tu n'as pas fait le calcul, mais l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 10, hein, d'après R2. Alors ça dépend de la constante, bien sûr. Mais le dernier énoncé que je vous ai donné dit que pour arriver à 10 puissance 10, pour arriver à 10, il faut faire de l'ordre de 10 puissance 10 valeur de n. Donc c'est très lent. C'est très lent, d'accord. Très lent. Très lent. Mais je suppose qu'on peut faire, des simulations sur ordinateur. Oui, bien sûr. Au lycée Bascan, ils pourraient se mettre tous ensemble là, et faire une simulation. Ça ne doit pas être très compliqué. Surtout qu'on a le théorème de Granville qui nous dit ce qu'on doit calculer. Donc, on peut le faire sans le triangle. D'autres questions ou commentaires? Il y a une question dans le fond. J'en profite pour dire qu'on a l'intention de mettre le texte de Pascal sur le web. Alors, je ne sais pas où on en est. Martin pourrait nous le dire. On est encore à la recherche d'une version utilisable relativement contemporaine en français contemporain qui soit dans le domaine. Parce que la version qu'on a trouvée est une version d'une édition récente qui n'est pas dans le domaine. Donc on est encore à la recherche, mais on va trouver. Alors, mais je vous conseille de lire ce texte, enfin de lire certains passages. En fait, j'ai fait devant vous un exposé que j'ai fait déjà il y a très longtemps, en seconde. On m'avait donné, le prof de physique demandait des exposés, et mon père m'avait encouragé à faire un exposé sur le triangle de Pascal. Donc pour moi, c'est le premier texte mathématique que j'ai rencontré. Et c'est très joli parce qu'il dit toutes ses propriétés en mots. Il n'y a pas de formule, c'est simplement des formulations verbales. Une question à propos des nombres de Catalan. En 1895, je crois, Catalan a trouvé des nombres à partir du triangle de Pascal. Et depuis un siècle, est-ce qu'il y a eu des progrès dans la connaissance du triangle grâce à ces nombres-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que les nombres de Catalan, c'est certains des nombres du triangle. Je crois que c'est n 2n en est un, non? C'est pas ça? On a eu une conférence l'an dernier sur les nombres de Catalan, oui. La conférence de Viennot. Et à dire vrai, ce qu'il nous a expliqué notamment, c'est que les nombres de Catalan avaient été étaient explicitement dans une lettre d'Euler. Donc en fait, ils sont attribués à Catalan, mais Catalan n'est pas vraiment leur auteur, puisque c'est déjà dans Euler. Il nous a expliqué toute une conférence sur les propriétés des nombres de Catalan. Peut-être s'il n'y a
pas d'autres questions, on va peut-être de nouveau remercier le conférencier.